de partenaires sont comment dire, évacués, évincés de toutes les questions d'héritage lorsque dans un couple, un homme gay meurt du sida. L'apparition des trithérapies provoque aussi le changement d'Act Up qui a complètement transformé le militantisme en fait des années 90. Et qui proclame « Nous sommes la nouvelle gauche ». Alors, un des fondateurs de l'université 79, qui s'appelle Jacques Fortin, a l'idée, d'après lui, de reconstituer un réseau d'échange de savoir et de pratiques politiques. Alors comment il conçoit un petit peu ce réseau et ce moment-là de 99 ? Avec le reste de son équipe, ils essayent de travailler sur l'idée des vacances intelligentes. Parce que le tissu associatif aussi évolue dans un contexte néolibéral. Et le monde de consommation gay est complètement fragmenté et inspiré dans sa façon de faire de la politique. Le monde associatif est constitué notamment de clubs de sport gays et lesbiens, de maisons d'édition, et même de projets universitaires gays et lesbiens. C'est un contexte finalement qui légitime l'homme blanc gay au fort pouvoir d'achat. Puisque si on regarde le format un petit peu de ces vacances intelligentes, on découvre qu'il y a à la fois une demande de consommation sexuelle très forte, une présence de l'exotisme et un besoin de dépenser de l'argent. De 1999 à 2002, il y a 350 à 700 personnes qui viennent aux UH. Il y a 30 à 40% de femmes qui viennent dans cet espace. La première édition de 1999, toutes les soirées sont en ville, dans des espaces gays ou gay-friendly. Et il y a une sortie en bateau avec feu d'artifice au Frioul. En 2002, le budget est de 1 200 000 francs. Ah, de nouveaux francs. Ouais, francs. Donc à peu près 150 000 euros, 180 000 euros. 6 salariés sur la semaine. Oh là là. Sans subvention. Pour moi, ce rapport aux subventions, il est déterminé aussi par le genre. Et par qui a accès aux ressources militantes. Et quel type de ressources militantes sont mobilisées lors des UH. Par exemple, dans ce groupe d'organisation, on trouve des gays qui travaillent au conseil régional de la région PACA,
des gays qui sont très impliqués dans les réseaux politiques mainstream, notamment Jacques Fortin, la LCR. Et qui savent donc mobiliser un savoir qui leur permet de récolter beaucoup de subventions. Notamment par le biais de projets d'éducation populaire comme des colloques. Des cycles de séminaires, des soirées cinéma. Et des soirées cinéma et cette dépendance aux institutions, cette interdépendance aux institutions des UEH a une grande influence sur le contenu politique en lui-même. Notamment, il est question d'un colloque sur le suicide des jeunes en 2001. Grâce à ça, on peut avoir des subventions de la Direction générale de la santé. Le E de Euroméditerranée est très important aussi pour avoir des subventions. Puisque l'Europe, dans un contexte de la fin des années 90, c'est fondamental pour les institutions politiques qui détiennent l'argent. Finalement, du coup, quelle est la place des autres de ce monde ? Dans les archives, il y a une critique féministe, queer et post-coloniale qui apparaît, même si elle est marginalisée. On entend souvent les vacances gays ne sont pas des vacances féministes. Des moments de violence symbolique apparaissent régulièrement. Pas de femmes citées lors d'un hommage aux morts. Soirée entre gays au Calanque. En réaction à ça, des espaces non mixtes de réflexion se créent dès 1999 et réfléchissent sur la place des femmes aux UH. Ces espaces de non-mixité vont pouvoir développer une puissance d'agir qui permet la venue nouvelle des lesbiennes chaque année. Dès 1999, les critiques queer se font présentes et très visibles. Notamment par l'intermédiaire de Marie-Hélène Sam-Boursier, de Guillaume Dustan, de Béatrice Preciado. Madame H, par exemple, en 1999, crée un spectacle qui s'appelle Homosexualité et bourgeoisie. Pendant plus de 3 ans, elle développe, à travers des spectacles qui s'inspirent du cabaret, une critique et une vision de la mémoire des transpédégués. Et son spectacle a été créé aux UH. Et son spectacle a été créé aux UH. Les éléments de critique postcoloniale portent souvent sur qui sont les personnes racisées qui sont présentes aux UH.
on les trouve plutôt dans la case internationale. Invité par une équipe très blanche à raconter la difficulté d'être gay dans les autres pays. Les interventions sont unanimes. Et les personnes blanches se succèdent tour à tour pour dire qu'on est bien mieux lotis en Europe du Nord. Finalement, en 2003, ce format rencontre une crise existentielle. Et notamment une crise financière. L'affiche ici en haut là qui dit vite il faut aider l'université des homosexualités date de cette période. Il y a une dette de 22 000 euros. Jacques Fortin et son équipe décident d'organiser des assises en 2003. Sous l'influence notamment des critiques dont j'ai parlé juste avant, et qui sont reprises par Jacques Fortin dans son introduction aux assises. Le mode de l'autogestion est décidé. Et Marie-Paule Lelot devient présidente. Marie-Paule Lelot est assez intéressante parce que c'est une lesbienne féministe, plutôt d'une culture matérialiste, qui va faire un pont entre les gays et les PD, et le transféminisme, transpédéguine queer. Elle essaye de développer des idées pour développer la mixité. Par exemple, elle impose des quotas dans l'international. Si tu veux venir, tu dois être un homme et une femme. Une année, on envisage même de bloquer la venue des hommes aux UEH. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre d'hommes, on bloque les inscriptions. Et voilà, et finalement, en fait, parallèlement à ça, dans un contexte national, se développe, grâce aux Panthères Roses, grâce à la Marche des Tordus, création des Panthères Roses en 2003, Marche des Tordus en 2005, une culture politique et une pratique transpédéguine très intense. Les UH n'échappent pas à ce changement national. En 2005, le féminisme est au cœur du colloque. Il s'appelle Féminisme, genre et sexualité et développe deux thèmes principaux, le sexisme et le racisme. Il y a une présence très importante des personnes trans au comité d'organisation. Notamment Karine Espinera et Modius Thomas, de Sans Contrefaçon. Alors là, il y a plusieurs affiches du programme de 2006 qui est vraiment intéressant parce que... Sur la table, ouais. C'est vraiment intéressant parce que du coup, on voit apparaître les cultures transpédéguines. Et les cultures féministes. L'UH a encore de l'argent.
Il y a donc un compromis politique qui est fait avec les institutions. En 2007, plusieurs organisations trans se retrouvent aux UEH. Elles sont espagnoles, portugaises, françaises. Elles décident, l'année d'après, de coordonner un événement transnational. C'est-à-dire coordonner dans plusieurs pays, Espagne, Portugal et France. Notamment, les organisations trans espagnoles s'inspirent de l'Existrans pour créer Octubre Trans. Donc finalement, les UH deviennent un espace d'échange et de pratique politique très impressionnante et qui va rencontrer une troisième rupture. La rupture de 2008. Alors vous avez peut-être entendu parler de la rupture de 2008, peut-être que vous avez des camarades, peut-être que même vous y étiez. Du coup, ça peut être intéressant de continuer cette discussion ensemble. Moi, je peux dire ce qu'on m'a dit, ce que des témoins de l'époque m'ont dit. Ce que je trouve intéressant dans ce qui s'est passé en 2008, c'est qu'on voit clairement les limites de la mixité aux UH. Et c'est notamment durant cette année que l'espace safe est le plus fortement mobilisé comme concept féministe. Et pose des bases politiques qui nous travaillent encore aujourd'hui. Alors durant une soirée de DJ, il y a une altercation entre deux groupes. Un groupe de PD et un groupe de Gwyn. Après cette altercation, qui d'après les témoins a été violente, une AG est demandée par les participants qui ont subi cette violence. Le CA de 2008 décide d'organiser cette AG. Et pendant 3 jours, des débats se tiennent pour savoir si les UH sont un espace féministe ou non. Et si oui, les violences ne doivent pas être tolérées et les PD qui ont perpétué cette violence doivent être exclus des UEH. À la fin de ces 3 jours d'Assemblée générale, la décision est prise de les exclure. D'après les archives et plusieurs témoins, cela crée un départ massif des gays et de l'ancienne génération queer. Ça diminue l'accès aux subventions. Et ça accentue les ressources d'autogestion. Et ben voilà, j'avais pas prévu de conclusion. Ouais.
Non, vos questions, c'est bien. Merci beaucoup. Moi, je me pose juste la question de, en fait, pourquoi et comment est-ce qu'on décide d'arrêter une présentation comme celle-ci à une date précise? Parce que je trouve que dans les trucs d'histoire, ça se pose en fait la question des, les années récentes, elles sont super importantes aussi, notamment en 2010 aussi qui a été très importante. Et voilà, je voulais vous poser un peu cette question-là. J'imagine que vous êtes posé cette question aussi en préparant cette présentation. Super, merci beaucoup d'avoir posé cette question. Parce que, sincèrement, Christian Deleuze a accumulé des archives jusqu'en 2008. Et ça, voilà, moi je suis complètement d'accord avec ce que Ruby a dit en fait, que de fait nos interventions, elles sont conditionnées par cet accès aux archives et cet accès à la mémoire. Et il a le profil des gens qui sont partis massivement après 2008. D'autres ? Il a le profil des gens qui sont partis après 2008. Il est représentatif des gens qui ne viennent plus. Il était invité aujourd'hui. Du coup, 2010, je ne sais pas trop à quoi tu fais référence. Moi, je pensais plutôt à 2011. Ah oui, je fais toujours les années. Le colloque sur le racisme, c'était 2011. C'est ça, 2011. Du coup, j'ai récupéré des extraits radio qui avaient été pris lors du colloque. Voilà, j'ai décidé de ne pas traiter cette période-là par manque de temps, par manque de... pas de possibilité de m'investir plus en fait, notamment. Mais en fait, si cet espace de discussion peut permettre de raconter des histoires, et si vous voulez plonger dans les archives et sortir d'autres analyses et d'autres transmissions de savoir, vous êtes les bienvenus. Moi, c'était une question sur la période dont tu parlais, Ruby. Tu as plusieurs fois fait mention de la pédophilie et des mineurs, justement, et du coup, quelles étaient un peu les élaborations autour de ça? S'il y a d'autres personnes qui veulent répondre à ça, je peux dire deux mots. Mais tu proposais de faire plusieurs questions d'affilée. Oui, sinon je me disais que ça peut être plus confortable pour tout le monde de faire plusieurs questions. Et je vois rien, peut-être qu'on a fonctionné là-dessus. Une question pour Adèle. Donc, si j'ai bien compris, à partir de 2008, il n'y a plus d'archives ou d'accumulation chez cette personne. Et voilà. Parce que maintenant, je me suis... Vous m'avez injecté des tripes, des besoins d'historicisation. C'est super intéressant parce que 2008, c'est aussi un moment de crise économique, de chute économique, de crise économique, c'est une date claire. Et, donc ça fait 2 ans que j'habite en France, je viens d'Italie, donc toute cette histoire que vous racontez pour moi, c'est super important. C'est la première fois que j'ai accès à
à cette histoire collective, la mémoire collective, c'est incroyable. Et donc j'ai l'obsession maintenant qui de façon, où on est maintenant. Et ça sera super intéressant de regarder ça. Et en venant ici et en écoutant tout ça, des fois j'ai l'impression qu'on est dans un moment de une sorte de frocialisme, enfin, je ne sais pas comment le traduire, frocialisme appliqué. C'est comme si on est dans un... J'ai cette impression et à un moment donné, tout cette clash avec un niveau de débat super intense et de différentes tendances politiques qui s'affrontent entre elles. Je me demande aujourd'hui où on en est et s'il y a un manque réel de débat politique super fort à l'intérieur de la communauté queer et si à un moment donné le tournant plutôt lié, le tournant culturel du queer lié à la représentation, à l'obsession absolue sur la performativité, la performance et la construction d'identité du soi de l'individu, si à un moment donné... si à un moment donné, le tournant culturel du queer qui nous a un peu bouffé dans sa vision un peu états-unienne, exaspérée, et individualiste de construction de soi, de sa propre identité, nous a un peu bouffé à un moment donné. Et que donc, il y a une sorte de... Moi, c'est ça que je perçois un peu, que toute cette... Les années 70, ils ne sont pas finis en fait. Si, ils sont finis, mais toute cette richesse de lutte, elle existe encore en dehors. Et donc, c'était... Est-ce qu'il y a des différents positionnements politiques à l'intérieur des UH aussi? Voilà, c'est ça. Où il y a une politique commune qui est invisible, je ne sais pas. C'est vraiment... Tu veux dire cette année, à partir de 2008 à aujourd'hui, je ne sais pas. C'est plutôt tous ces trajectoires que vous avez tracées, où on est aujourd'hui et comment on peut travailler tout ça aujourd'hui. En partir aussi de cette hégémonie absolue du queer dans sa version états-unienne, qui à un moment donné... À partir de 2008, il y a une crise économique super forte en Europe. Et c'est intéressant que les archives, cette personne aussi s'arrête au 2008, et ça pourrait être intéressant d'essayer de tracer, trouver des choses. Vincent et moi, je suis Nicolas. Ça fait plus Vincent, parce que moi ça fait plusieurs années que je viens pas. Je suis allé aux UH la première fois en 2006 et j'ai arrêté d'y aller en 2010. J'ai été administratrice de 2008 à 2010. Merci pour l'exposé. C'est vachement bien d'avoir un balayage comme ça. C'est rigolo de voir que dès 1979, il y a la question de l'histoire et de l'appropriation de l'histoire. Parce qu'en fait, notre autodéfinition implique une appropriation de notre mémoire et le combat est quotidien. Je pense, moi du recul que j'ai sur les UH, je trouve qu'elles servent toujours à ceux qui se les approprient. C'était vrai en 79, ça a été fait en 99, en 2004, en 2003-2004, en 2010, en 2008, 2010, maintenant. Qu'elles continuent à servir leur objet, qui est un outil de fermentation des luttes, d'appropriation des combats et de construction d'un écho fantasmé, qui est l'identité commune, alors qu'on est quand même sur des identités individuelles dans notre société. Il a beaucoup été parlé de Christian Deleuze, qui n'est pas là. Ça fait déjà, moi, quand j'y étais, il venait moins. Maintenant, il ne vient plus. Bon, il a un certain âge aussi. Il en a soupé des UH.
30 ans, donc voilà. Moi, là, t'as dit que c'était une présentation située, je crois que... Et moi, je trouve que c'est pas... Enfin, je ne qualifierais pas Christian Deleuze comme blanc, cisgenre, etc. Parce que c'est un peu anachronique pour lui. Parce qu'en fait, en 79, l'identité cisgenre blanche, c'est un truc qui n'existe pas. Enfin, dans le sens où c'est pas conscient, quoi. Il n'y a pas d'identité. Moi, si aujourd'hui on me dit que tu es cisgenre, bah, je peux me dire oui, je peux me dire non, je peux me situer. Oui, c'est 79. Mais lui, dire que c'est qualifié comme Il n'y ça, a pas de nom. on peut dire qu'il y a un homme blanc de la fin du XXe siècle, enfin, tu vois, d'une culture militante des années 70. Cisgenre blanc, etc. Je trouve que c'est une vision qui est située, anachronique, 20 ans plus tard. Et voilà, je ne partage pas cette présentation. Après, pour avoir une idée de qui est Christian Deleuze, il apparaît dans le film Les Invisibles, Oui. aux côtés de Jacques Fortin. Ils sont en train de parler. Ils sont en train de parler au bord de la mer. Voilà. Ouais, c'est pas trop cheveux blancs, il y a des très bourgeoises exoises, il y a des... Voilà, enfin, il y a plein de choses dans la présentation. La première UEH de 79, mais il y a une photo qui sort dans Paris Match avec Vagomo, la France est touchée, et il y a une photo de Christian Deleuze en train de danser en salon. Et donc lui, il est outé par Paris Match, un film de famille ici, parce que vraiment, c'était... Et avec... Vous avez parlé d'un fonds privé. Vous avez parlé d'un fonds privé. Je pense que c'est un peu malgré lui. Bon, après, c'est pas pareil avec ces personnes qui me semblent que les trucs. Mais c'est une association, même si c'est lui qui la gère, qui s'appelle Mémoire des Sexualités. Il a créé cette association avec les indemnités qu'il a eues en raison de la publication de cette photo-là de lui. Et... Comment elle s'appelle la sauce? Mémoire des sexualités. Propose à Adèle d'abord. Oui, il a gagné, je crois, 5 000 francs, ce qui était énorme à l'époque, mais bon, et il a créé cette association. C'est pour dépersonnifier et aussi remettre d'autres éléments autrement situés. Donc, je parle de ça. Et moi, donc, quand je suis arrivé en 2006, il y avait 500 personnes. Je suis arrivé, il y avait le colloque au conseil régional. L'amphithéâtre était plein, c'était super impressionnant. Moi, j'ai été ramené par la tapette en bois et les transports des de Paris, etc. Et donc, je suis arrivé dans les UH dans un truc politisé. Il y avait des luttes de pouvoir de ouf. Un truc qui va prendre le contrôle du conseil d'administration, puisque de ça dépendait plein d'autres choses. Et excuse-moi, juste est-ce que tu peux penser aux autres qui peuvent intervenir, parce que comme on est en débat, il faut peut-être que... Voilà, ça. Mais merci beaucoup. Hein. Pour moi, vous êtes des archives en fait. Hein, aussi, hein. Non, pas des archives. Les horaires. Ouais, c'est exactement. Moi, je voulais apporter un témoignage. Au cours d'un des colloques qui est organisé, je crois, il me semble que c'est Geneviève Passe, avec qui j'ai parlé. Et il y avait cette question, ça devait être 2007. Et elle m'a parlé des UH de 81 où ils en étaient venus aux mains. Entre les filles et les gars. Et où il y avait eu des tensions précédemment, dans la semaine où moi j'étais, il y avait eu des tensions, et du coup, de parler de ça, puis il y avait toujours le truc de la lutte féministe. Et donc cette tension-là, elle revient tout le temps. Et en 2008, quand il y a eu le clash, ça a aussi été ça. Et en fait, résumer le départ des gays à ce combat-là, moi je suis pas d'accord, je trouve que c'est trop réducteur. Il y a beaucoup d'autres enjeux qui étaient sous-jacents, l'enjeu économique,
qu'il y avait une réelle volonté politique de faire nettoyer les chiottes à tout le monde. Et dans le programme de vacances militantes là, de Fortin, enfin ceux qui étaient issus de cette éco-politique-là, qui étaient de venir au Calanque et parler politique un peu comme ça le soir, ben, on leur demandait d'aller nettoyer les chiottes, de s'inscrire, de faire la vaisselle. Mais ce qui s'est passé, c'est que ces gens-là, ils apportaient un équilibre financier parce qu'ils contribuaient plein tarif, ce qui permettait d'offrir 30 à 40% des argentins, c'est-à-dire quasiment gratuit pour les gens qui n'ont pas d'argent. Et à partir de là, il n'y a pas que la perte de subvention, elle est antérieure. C'est le déséquilibre économique. En fait, la classe moyenne blanche finance cette classe moyenne. Cette classe moyenne blanche, elle avait des raisons, mais c'est pas ça. C'est que ça fournissait une base qui permettait une politique sociale de l'association, qui était volontaire. Et après, vu qu'il n'y avait plus cet apport de cotisants, bah, ça a déséquilibré et ça a mangé les économies qui restaient. Pour une part, parce que les subventions, on les avait déjà prises. Et après, moi, ma perception des trucs de 2010, c'est... Moi, il faut arrêter. Moi, je vais passer à quelqu'un d'autre. Ça marche. Bon, Peut-être les réponses, du coup, déjà. Ouais, deux éléments, c'est pas vraiment une question, c'est un témoignage. Le micro. Le micro. Les réponses d'abord. Oui, trop merci, hein, ça donne plein de visions aussi différentes des mêmes trucs. Je réponds juste sur la question des mineurs, pédérastes, pédophiles, etc. C'est un gros dossier, il y a plein de niveaux. Je dirais qu'un premier niveau, c'est la question dont Mathias a parlé, de l'âge de la majorité sexuelle, qui jusqu'à Mitterrand, 81. Et de 15 ans pour les hétéros, et 18 ans pour les autres. 21. 21. Enfin 18 à Giscard, mais 21 avant. Voilà, et donc jusqu'à 81 quand même. Voilà. Et les doubles peines aussi. Les profs, tous les gens qui sont liés à l'enfance ont une double peine qui va être maintenue en 82. Hein. Et donc double peine pour tous les gens qui sont dans des boulots liés à l'enfance, les profs, les éducateurs, puisque c'est une circonstance aggravante d'avoir relation d'autorité sûre. C'est une circonstance aggravante. En cas d'accusation en cas de visibilité ou d'une relation par exemple entre un gars de 17 ans et un gars de 21 ans, si le gars de 21 ans est prof ou éducateur du gars de 17 ans, c'est encore plus grave que voilà. Et donc il y a une criminalisation de ça. Donc ça c'est le premier niveau, et par exemple il y a des groupes de mineurs. Par exemple, il y a un groupe de mineurs, de PD plutôt, qui se réunit dans les locaux de Guépier et qui milite avec des PD adultes sur ces questions-là. Un deuxième niveau, c'est la question des relations entre les adultes et les enfants, moins de 15 ans, etc., etc. Les adolescents, les enfants. C'est un débat qu'il y a entre PD, mais aussi entre lesbiennes. Il y a aussi des débats qui portent sur plusieurs trucs. Il y a la question de, par exemple, dans les débats qui sont organisés par les lesbiennes, des enfants des lesbiennes, ou des enfants des autres, dont s'occupent certaines lesbiennes. D'avoir des enfants ou pas, voilà. Ces questions-là se posent.
Et l'autre question, c'est la question du désir sexuel ou de l'attirance sexuelle pour des enfants, pour des mineurs. C'est une question ultra débattue, qui a des numéros entiers de guêpier, par exemple, qui portent sur ce qu'on appelle la pédérastie à l'époque. Pédophilie, ça vient vraiment plus tard et dans une connotation immédiatement négative. Et donc là, dans une connotation négative, le pédophile c'est le criminel, etc. Ouais. Et là-dedans, il y a toutes les questions de consentement, de pouvoir dans la sexualité, de pouvoir adulte-enfant, la confrontation avec le féminisme et voilà, la question de la sexualité, etc. qui se pose. En fait, c'est un énorme débat dans les années 70 et aujourd'hui j'ai l'impression, en tout cas, j'ai pas vu au programme cette année par exemple, mais de vraiment, est-ce qu'il y a un désir spécifique pour les jeunes enfants? Et quand on dit jeunes enfants, pour certains c'est 6, 8, 10 ans, enfin voilà. Et si oui, c'est un désir, le désir pédéraste, enfin vraiment... Pardon. Et si oui, c'est un désir, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, bah oui, justement, ça a été beaucoup débattu. Du coup, pour la question de Barbara, sur l'état des archives après 2008, il y a notamment des militantes que j'ai rencontrées durant l'année, avec qui j'ai discuté, et qui ont elles aussi gardé des archives. Et donc il s'agirait de faire un travail de récolte, comme a fait Christian Deleuze un peu. Et à partir de là, on pourrait, oui, essayer de construire des discussions sur c'est quoi les différents éco-fantasmes, parce que pour moi, il n'y a pas qu'un éco-fantasme, il y en a plusieurs. Et du coup, voilà, c'est cet éco-fantasme peut-être qui va s'entrechoquer avec une volonté d'uniformisation politique. Qui est très présente dans le monde militant. Pour la question de qualifier Christian Deleuze de mec cis blanc, alors mec cis blanc, c'est pas une identité, c'est une vision matérialiste des choses, c'est-à-dire que on essaye de qualifier sociologiquement les personnes et de situer sociologiquement les personnes. Moi je respecte beaucoup Christian Deleuze et j'ai beaucoup d'amour pour le travail qu'il a fait. J'aimerais pas qu'on reparte d'ici en disant que voilà, on a une mauvaise image de Christian Deleuze. Si tu veux, Donc j'ai terminé en fait. Ah, d'accord. Merci. Est-ce qu'on peut prendre d'autres questions? Est-ce que vous voulez peut-être d'autres questions? Si, je te mets. Tu veux le micro là? Non, ce qui est Deleuze qui parle à 3 minutes, qui parle de... J'attendrai, il n'y a pas de souci. Je demande la permission. Tu veux? Non, attends, ils sont en train de poser la question. Non. Moi je t'en les questions. C'est pas assez. Ouais, non, pas de problème. T'appuies là, ça part. Un petit mot sur les interventions. On va essayer de faire court parce qu'on aimerait bien prendre une pause et après projeter quelques films pour avoir des images. Merci beaucoup. Je vais pouvoir parler d'abord. Donc d'abord, merci énormément à vous deux pour cette intervention vraiment passionnante, d'ailleurs toute la séance. Moi j'ai trouvé ça d'autant plus intéressant sur ce constat de la perte, le fait qu'on n'ait plus d'archives après 2008. Et du coup j'ai
j'ai aussi une autre perspective dessus, c'est que d'une part, enfin voilà, on voit que c'est le départ de Christian Deleuze qui fait qu'on n'a plus d'archives, mais ça nous renvoie aussi. Ah, pardon. Mais ça nous renvoie aussi la question de dans quelles conditions ces archives sont produites. Et les différents centres qu'on a cités depuis tout à l'heure ont en commun que les gens qui les détiennent ont déjà aussi certaines conditions matérielles. Accumuler des fonds, ça veut dire avoir un lieu fixe, du temps à y consacrer. Donc c'est aussi des personnes qui ont un accès à ça. Donc ça va un peu dans le sens des privilèges. D'autre part, il y a aussi un savoir-faire qui peut-être n'a pas été transmis de toutes ces générations de militants qui ont conservé et qui n'ont pas transmis aux nouvelles générations qui ont repris les UEH par exemple, mais d'autres types d'organisations sur comment archiver, garder des choses. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut forcément continuer à le faire comme Christian Deleuze l'a fait, mais qu'il faut aussi se poser la question de comment on peut le faire, des archives en autogestion, est-ce que c'est possible, est-ce que ça va avec pérenniser ou pas, voilà, et comment on peut inventer ces lieux-là. Après, le deuxième axe, c'est de quelle façon on analyse les sources. Merci de vous être situé sur vos rapports, et une fois encore, je vous rejoins, il faut le faire. On arrive toujours sur des archives avec ces questions. Comme les personnes qu'on parlait tout à l'heure de leur expérience de 2008 sont arrivées avec leur approche. Et ce que je trouve assez intéressant aussi, c'est de rendre les archives disponibles. Donc le site, c'est super, mais aussi que chacune puisse aller lire. Voilà, donc si ça peut être fait, c'est fantastique. Je vais m'arrêter là. Je pense que j'aurai d'autres occasions de parler aujourd'hui, mais je vous propose quand même, ce que Lionel meurt d'envie de vous faire écouter depuis tout à l'heure, c'est que ce matin, on était chez Christian Deleuze, on lui a demandé « Est-ce que tu vas venir cet après-midi sur ce travail sur les questions sur la mémoire des luttes ?» Et il nous a dit que non, mais Lionel lui a proposé... Pardon. Et Lionel lui a proposé de faire un message. Donc si ça vous va, il y a 2 minutes 29 de Christian qui parle. Est-ce que, du coup, on va pas faire pause pour traduire, peut-être on synthétise après ce qu'il a dit. 2 minutes. 2 minutes. Ok. On va essayer de placer le micro sur le téléphone. Qu'il fasse ce travail de mémoire et qu'il le fasse sérieusement. Adèle. Il faut prendre depuis le début. Peut-être enlève ta coque. Qu'il fasse ce travail de mémoire et qu'il le fasse sérieusement. C'est moi. Adèle. Depuis le début. Je souhaite que j'apprécie beaucoup qu'il fasse ce travail de mémoire et qu'il le fasse sérieusement. Adèle est venue 3 ou 4 fois. Ruby est venue 3 fois. Ou 2 fois, enfin bon. Ils ont longuement discuté avec moi, ils ont regardé la documentation. Bon. Et peut-être aussi que le feeling a été un peu meilleur, parce qu'il y a 4 ans, ils étaient plus en porte-à-faux, il faut bien voir la difficulté. Je pense à un gars qui était, si tu veux, les trans avaient plus de difficultés à s'exprimer. Et aujourd'hui, est-ce que c'est moi qui suis davantage ouvert? C'est possible. Je ne crois pas. C'est que eux, ils ont été là, gentils. Enfin, je ne leur demande pas d'être gentils, mais ça s'est passé correctement. On vient voir la doc. Enfin bref, ça s'est très bien passé. Et finalement, ils découvrent qu'ils ont des choses. Alors moi, j'étais étonné qu'ils trouvent ici des choses, parce que on a des vieilleries, on se demande si avec les vieilleries, ils vont être intéressés. Et ils ont trouvé des choses intéressantes dans les vieilleries, parce qu'ils se disent, mais putain, ce que vous avez vécu en 79. Et alors, ça me fait le même effet que les trans,
après je fais une différence entre les trans et les transgenres. Je veux dire par là qu'il y a 10 ans, quand à l'université d'été, il y a les trans avec Karine Espinera, tu vois, connais Karine Espinera? Très bien. Et elle a fait un travail extraordinaire. Super. Mais aussi bien en termes de bouquins que de recherche, que de tous les gens qu'elle a drainés à l'UEH. Elle a un cerveau. À l'Umini. Et j'avais on avait autour de nous que des gens qui étaient opérés, si tu veux. C'était la toute première génération de trans, M2F et F2M. Et elle a repéré dans les propos que j'avais tenus que finalement leur essor était parallèle à l'essor que nous avions vécu 20 ans plus tôt. Je lui ai dit, mais oui, ce que vous vivez maintenant, c'est ce qu'on a fait. C'est un peu. Exactement. Et ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils ont repéré à leur tour, tu vois. À leur tour, ils ont repéré ça. Avec 10 ans de décalage, c'est plus les transsexuels en tant que tels, c'est les trans de façon plus générale, qui trouvent dans ce qu'on a fait des choses qu'ils veulent faire. Donc, comme vous êtes pressés, j'aimerais vous juste. Alors, la suite, c'est qu'en fait, il nous emmène voir la salle justement avec toutes les archives. Mais une petite remarque tout à l'heure quand tu répondais, Nicolas, sur le fait que c'était un homme cis blanc. Autant je peux être un peu d'accord avec toi, autant je suis aussi d'accord avec sa remarque. Et comme exemple, ce qui m'est venu à l'esprit en t'écoutant, c'est que dans les statistiques que vous avez tous les deux données sur les présences dans les années 70 et plus tard, vous parliez d'un pourcentage de femmes, mais en fait c'était toujours une analyse qui était relativement binaire, et en fait la présence des trans par exemple est difficile à mesurer, aussi parce que l'auto-identification dans les différentes catégories évolue à travers le temps, c'est des catégories qui n'existaient pas comme ça, et du coup il y a quand même toujours cet exercice historique de s'adapter sur quel vocabulaire et quelle grille d'analyse des identités on peut ou non utiliser, sur quelles archives et à quelle époque. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais c'est toujours un truc d'équilibriste. Voilà, je voulais vous remercier aussi pour toutes vos interventions. Je suis là que depuis 14 heures, mais c'est des claques à l'enfilade. Parce que personnellement, je suis une bébé militante. Et ça tombe bien que je parle après toi, Stéphane. Parce que justement, moi, ma question, elle était plus par rapport au jargon. Moi, j'entends PD, gay, LGBT, trans, pédéguine, et un peu et queer aussi. Je voudrais un peu que vous me redéfinissiez les différences. Et surtout, dans trans, pédéguine, où sont les bi? Et les pans ont-ils disparu? Sont-ils aussi invisibilisés? Voilà, je voulais en vous entendre là-dessus. Y a-t-il... Non, mais parce que j'en ai de répondre, mais en même temps pas. Pourquoi pas, Petit point technique d'organisation. Dernière intervention, ça va, on peut continuer le débat après. On aura d'autres moments de débat. On a après la discussion avec le film de Stéphane. Plus demain, un truc sur les archives. Voilà. Ok. Vincent, tu voulais parler sinon. Il y a 2 films sur les UH qu'on voulait projeter aussi après. Ça marque. Pour avoir le temps de faire un goûter et des projections. Ok. Je ne sais pas si je peux répondre à toutes les questions de vocabulaire et peut-être ça peut être complété par plein de tout le monde. Mais en tout cas sur le mot transpédéguine, moi ce que je me raconte, c'est qu'à un moment il y a eu la découverte du terme queer qui était utilisé aux États-Unis, qui est donc à la base la reprise d'une insulte, parce que c'est un mot qui insultait tous les déviants de genre et de sexualité. Et du coup, il y a eu la question fin des années 90, début des années 2000, et pas que à Paris. Et moi, c'était aussi ce truc-là dans l'intervention, si je peux me permettre, de Adèle, qui m'a un peu... mais qui est aussi un truc de... On parle de là d'où on vient, mais que en fait, c'était pas seulement parisien du tout. Tous les débats, les luttes, la construction de communautés transpédéguines, etc. en France. Pardon. Je suis arrivé avec 90-2000.
Parce que je disais juste que par exemple Adèle dans son intervention m'a parlé vachement des panthères roses, de la marche des tordus, comme des trucs pour montrer comment il y avait... Pour montrer un peu la montée de lutte qui se nommait Transpédéguine. Et du coup, comme chacun prêche pour sa chapelle, moi j'essaie de déparisianiser le truc. Et voilà. Et du coup, Transpédéguine, c'était choisi à l'époque pour essayer de trouver ce truc d'adaptation francophone des insultes ou du caractère, parce que queer en fait en français ça parle à personne, en fait ça ne parle pas d'insultes, alors que les insultes transpédéguines c'est des insultes. Et je pense que d'utiliser ce mot, ça a été aussi un truc en réponse, en contradiction avec le mouvement LGBT, aussi dans la critique aussi sur des critiques toutes les critiques qu'on connaît de l'intégration, etc., de lutte un peu plus policée, etc., mais aussi sur un truc en tout cas moi c'est pour ça que j'aime beaucoup le mot transpédéguine, mais sur un truc de pas différencier les différentes identités et pas, ou en tout cas de pas les séparer et de pas croire à une espèce en tout cas de critiquer ce mode d'accumulation qui de toute façon était très critiquable parce que les trans critiquent vachement la place qu'elles ont eue dans les luttes LGBT, les bisexuels aussi, etc. Et du coup le mot transpédéguine, pour moi c'est clair que si on utilise transpédéguine comme une accumulation d'identité, comme transpédéguine, il n'y a pas de raison qu'il y ait les bi, les intersexes, etc. Et en fait on va reprendre des acronymes et on va refaire un truc hyper long, mais dans ce cas pour moi c'est exactement la même chose que LGBT. D'accord. Ah, ok. Donc c'était pour une envie de simplifier, de scinder, en fait, qu'il y a une dissociation du LGBT. Pour moi, c'est vraiment le rapport au truc de récupération d'insultes, en fait. Et que c'est pour ça qu'on choisit transpédéguine et que bi, en fait, c'est pas forcément trop insultant. Mais après, ça, c'est moi comment je raconte la chose, mais peut-être d'autres personnes veulent le raconter autrement. Mais moi, effectivement, si par exemple, je comprends qu'on utilise l'acronyme TPG pour aller plus vite, parfois pour dire transpédéguine, mais pour moi, si on dit ça, c'est en fait comme utiliser LGBT, et on n'a plus de différence avec ça, en fait. Et du coup, pour moi, transpédéguine, c'est un seul mot. Et voilà. Mais c'est aussi une culture politique hyper géographiquement située, dans le temps situé, socialement politique. Du coup, c'est aussi. Voilà. Goûter. Ils en peuvent plus. C'est juste... D'abord, je suis super ému. Et du coup, merci. Non, c'est juste aussi un truc qui m'interroge sur la mixité, les mixités qu'on observe cette année aux UH et ces dernières années. Je pense que si on compare avec il y a 5 ans, il y a une mixité d'âge, de génération de militants qui a beaucoup changé. On est beaucoup plus jeunes, on est beaucoup plus nombreuses à être très jeunes, on est beaucoup moins nombreuses à porter ces histoires, ces vécus. Et du coup, c'est hyper important de faire ce travail et toutes ces questions et cette envie auprès de l'archive et de l'histoire. Et je me sens complètement solidaire de ça et ça me donne envie de me poser la question de comment on peut créer des ponts dans des événements comme les UH avec des personnes qui portent ces histoires. Et parmi nous, il y en a un qui en porte des bribes, des morceaux. Nico m'a outé comme une des anciennes, merci. Tout le monde le savait, mais bon. Et je serais ravi de parler de ce que vous voudrez sur les années 2009 à aujourd'hui. Et n'hésitez pas. Et je pense qu'il y a plein d'autres personnes parmi nous qui ont des vécus différents. Je pense à Paolo, je t'avoue comme ancienne aussi, qui a sans doute des vécus différents de mon vécu aux UH. Et c'est aussi nos histoires qui font comment on s'approprie cette histoire et comment on peut discuter de ça. Et voilà, c'est juste ça. Merci. Merci beaucoup, on va prendre la pause. On se retrouve dans la salle Marquise, qui est la salle après la cuisine dans le bâtiment. Quels sont les films que vous allez projeter ?
Alors il y en a un sur 79 et un sur 99. Il y a 20 minutes de 79. C'est des images des UH. Dans combien de temps à peu près? Pardon.